toujours plus proche de vous, France 3 bouscule ses programmes et donne la priorité à un événement de votre région. C'est l'autre épidémie qui occupe le devant de la scène. Elle fait des ravages dans le sud-ouest. La grippe aviaire est donc de retour pour la 3e fois en 5 ans. Et c'est sans doute l'épisode le plus violent. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à ce virus qui déjoue les cordons sanitaires mis en place. Plus d'1 million de canards ont déjà été abattus et c'est loin d'être terminé. Alors comment endiguer cette épizootie? N'est-il déjà pas trop tard? Aurait-on pu éviter une telle catastrophe? Nous allons en parler avec mes invités. Nous serons en Chalosse avec la famille Bernadet qui a vu partir toutes ses volailles. Nous irons aussi au Pays Basque et en Béarn où les craintes sont importantes. Le ministre de l'Agriculture est également avec nous depuis Paris. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose d'abord de partir dans l'élan d'un territoire frappé de plein fouet. Le département risque bien de perdre tous ses élevages. Octavie Morel, Thierry Breton. Envoyer ses canards à l'abattoir, cet éleveur des Landes voulait à tout prix l'éviter. Son élevage est contaminé par la grippe aviaire, il n'a plus le choix. La zone doit être dépeuplée. Ça nous fait quoi de charger ça? Mal au cœur. Mal au cœur, c'est pas notre boulot. Dans cet élevage familial, déjà 500 volailles sont mortes. C'est 15 fois plus qu'en 2017 lors de la dernière épidémie. Le virus semble hors de contrôle. Jamais on a vu ça, jamais. En 2017, c'était de la rigolade à côté. Comment expliquer une telle vitesse de propagation? Le virus est-il devenu plus virulent? Difficile à dire à ce stade, mais l'inquiétude monte dans ce laboratoire vétérinaire. Les courbes qui sortent vers le haut là, en exponentielle, c'est des échantillons positifs. Dans le sud des Landes, selon ce vétérinaire, le virus se propage plus vite à cause de la proximité entre les fermes. Il était très probable que les élevages voisins se contaminent en proximité des premiers élevages atteints. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de suivre cette équipe de chercheurs. On est prêt. Les précautions sont drastiques, l'élevage est probablement contaminé. À l'intérieur, prélèvement PCR, prélèvement de l'air et même des surfaces. Par ces gestes, ils tentent de mieux comprendre la vitesse de propagation du virus. La charge virale serait une explication. On pense que le taux de diffusion du virus dans un poulailler infecté est extrêmement rapide. Il explique sans doute le fait qu'on ait des contaminations aussi rapides et un tableau épidémique aussi fulgurant à l'échelle du département des Landes et du Sud-Ouest. Cette année, le virus de la grippe aviaire parcourt jusqu'à 5 km par jour. C'était 5 km par semaine en 2017. Un virus qui semble donc hors de contrôle et qui sème, on le voit, la panique chez les éleveurs. On va tout de suite se rendre à Sortes en Chalosse. C'est là où vous vous trouvez, Alexandre Perrin. C'est un petit village pas très loin de Dax et vous n'êtes pas tout seul. Oui, bonjour Sandrine, nous sommes ici dans l'élevage de la famille Bernadet qui n'a pas été impactée par la crise sanitaire de 2016-2017 mais qui subit malheureusement de plein fouet cette nouvelle crise sanitaire. Alors je suis en compagnie de Guylaine Bernadet. Bonjour madame, merci de nous accueillir ici chez vous. Très concrètement, racontez-nous qu'est-ce qu'il s'est passé dans votre élevage ces derniers jours, ces dernières semaines? Eh bien, nous, on a appris donc que dans notre village, il y avait un cas de grippe aviaire le 19 décembre. On nous a donc annoncé le dépeuplement de nos canards qui a eu lieu le 3 janvier, 15 jours après le premier cas. Et le même jour où on a été dépeuplé le 3 janvier, on a découvert que nous avions un bâtiment de poulets atteint par la maladie. Donc là, ça a été le début de 10 jours d'enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez au milieu des cadavres de poulets, c'est bien ça? On a vécu pendant 10 jours, oui, au milieu de cadavres de poulets, au milieu de poulets agonisants. On avait un bâtiment de 400 mètres carrés avec 4400 poulets. Dedans, dans ce bâtiment, la mortalité a été crescendo et très très rapide. On est très vite passé de 20 à 200, 500, 1000 poulets morts par jour, avec beaucoup de poulets qui... Les autres agonisaient.
on n'avait pas de moyen de faire partir les cadavres. Donc les cadavres, on les stockait dans des big bags, c'est des grands sacs devant le bâtiment. On avait l'odeur de la mort, de la putréfaction, plus après la vision des animaux agonisants. Madame Bernadet, quel regard portez-vous sur la gestion de cette crise? Les services de l'État ont-ils été à la hauteur? La gestion de la crise a été beaucoup trop lente. 15 jours pour dépeupler, on a laissé le virus s'installer, on a laissé le virus se propager et on n'a pas tiré les leçons, les conséquences des grippes aviaires qu'il y a eu en 2016 et en 2017. On a laissé les éleveurs démunis sans leur faire confiance. Merci beaucoup madame. Comme vous pouvez le constater Sandrine, beaucoup de détresse ici en Chalosse parmi les éleveurs, comme dans tout le département des Landes. Alexandre Perrin, donc à Sortes, en Chalosse, avec la famille Bernadet, que l'on retrouvera tout au long de cette émission. Je me tourne vers vous, monsieur le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Vous venez d'entendre cette détresse, la détresse de cette éleveuse. Que répondez-vous à ceux qui critiquent la lenteur de l'administration ? Bonjour. D'abord, je veux dire que je suis aux côtés de ces éleveurs. J'étais dans les Landes il y a quelques jours, dans le Gers également, pour justement être à côté des éleveurs. C'est un nouveau drame que vivent les éleveurs. Ce sont des moments de vie incroyablement difficiles. Et je voudrais commencer mes propos par leur dire à quel point nous sommes en soutien et à leur côté. On l'a bien vu, cette détresse, elle est très forte. Et face à cette détresse, qu'est-ce que nous devons faire ? On doit aujourd'hui avoir cet abattage, ce dépeuplement, comme on dit, massif dans certaines zones, notamment les zones les plus touchées par ce virus qui, comme l'a montré votre reportage, est un virus qui, cette année, est particulièrement contagieux. Dès le mois de décembre, nous avons pris une série de mesures, et notamment alors que dans les Landes, il n'y avait que 9 foyers. Je dis bien que 9 foyers. Au moment où je vous parle, nous avons plus de 224 foyers. Justement, Julien Denormandie, ces mesures paraissent insuffisantes, on le voit. Vous venez donner les chiffres. Je vais y venir. Dès qu'il y avait 9 foyers, j'ai pris la décision, et parfois contre l'avis de certains, de procéder à l'abattage préventif de tous les palmipèdes dans une zone de 3 km. Dès le 20 décembre. Et à ce moment-là, certains me disaient « ça va déjà trop loin ». Qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce virus étant particulièrement virulent, il nous fallait encore accroître cette rapidité dans l'abattage. On a réquisitionné des abattoirs et au moment où je vous parle, dans le sud-ouest, c'est plus de 1 100 000 canards qui ont été abattus. En moyenne, il y a 10 jours, il fallait 5 journées entre le moment où on détectait un foyer et au moment où l'abattage était fait. Aujourd'hui, en moyenne, on est tombé à 3 jours. Pourquoi? Parce que nous avons réquisitionné des abattoirs, nous avons renforcé les services. Et ce que je voudrais dire aussi, parce qu'on l'oublie trop souvent, depuis 2016, les éleveurs ont pris beaucoup de mesures pour limiter les impacts de cette influenza aviaire. Justement, Julien Denormandie. Que ce virus est particulièrement contagieux. Alors justement, on va y revenir, monsieur le ministre, dans un instant. Serge Morat, je voudrais avoir votre réaction. Vous êtes le président du MODEF dans les Landes, syndicat agricole qui défend les exploitations à dimension familiale. Vous-même, vous subissez votre 3e grippe aviaire. Que répondez-vous au ministre? C'est sous contrôle? Non, franchement, sur le terrain, les éleveurs voient bien que ce n'est pas sous contrôle. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'imperfections, de coups de fil qu'on attend de la DDCSPP ou de la Chambre d'agriculture pour dire qu'on va être dépeuplé. Ce sont les transporteurs qui vous avertissent. Il y a des délais, il y a l'équarrissage qui n'arrive pas du tout dans les temps annoncés. Enfin, vous êtes en train de nous dire qu'il y a des failles dans le fonctionnement, c'est ça, monsieur Lespard? Vous représentez-vous la FDSEA dans le département? Oui, je partage l'avis. On a eu l'occasion de s'en expliquer avec monsieur le ministre il y a une semaine. En effet, nous avons le sentiment que nous n'avons pas réagi assez vite, ni tiré les leçons de la crise de 2017 et ensuite de cette alerte autour du 18 décembre. Il fallait aller plus vite, plus fort. Et quand on l'a décidé,
les moyens n'étaient pas tous là, les décisions n'ont pas été prises dans le temps, et aujourd'hui... Il est trop tard, c'est ça? C'est ce que vous nous dites? Aujourd'hui, on a 10 jours de retard. Et pour ce qui est des Landes, notre sentiment, c'est que la messe est dite. Par contre, aujourd'hui, on sent que dans les Pyrénées-Atlantiques et dans le Gers, ça va plus vite. C'est le point positif. C'est derrière nous. Mais on a affaire à un virus qui est très virulent. Qui est très virulent. On va revenir dans un instant. Marie-Pierre Pé du CIFOG, justement. Vous aussi, vous constatez des problèmes dans la chaîne de fonctionnement jusqu'à l'équarrissage? Depuis 2017, effectivement, nous avions mis en place toute une armada d'outils, ne serait-ce que la géolocalisation des élevages pour être très rapidement efficace, pour être aux côtés des services vétérinaires pour agir. Malheureusement, devant un tel afflux de foyers qui apparaissent, il manque de moyens logistiques et techniques parce qu'il faudrait être partout à la fois. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait des dysfonctionnements sur le terrain parce qu'il y a trop de choses à faire à la fois. Il nous aurait fallu le double de moyens. Justement, Serge Morat, on vous a vu dans le reportage ramasser les canards et les mettre dans le camion. Ce sont des canards qui étaient contaminés. Oui. Pourquoi n'ont-ils pas été abattus sur place comme le veut la règle? Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander, mais comme l'a dit Marie-Pierre Pé, comme l'a dit François Lespard, on est totalement dépassé parce que le virus a envahi nos élevages à une vitesse absolument phénoménale, avec une violence et des mortalités absolument jamais vues. Alors, justement, je me tourne vers Julien de Normandie. Monsieur le ministre, comment se fait-il que des canards contaminés ne soient pas abattus sur place? Non mais attendez, je pense qu'il faut un principe de réalité et je demande à tous les intervenants que je connais ce même principe de réalité. Le 20 décembre, lorsque je prends la décision de faire cet abattage dans les 3 km, il y a des organisations qui me disent « ça va déjà trop loin ». Entre le 20 décembre et le 9 janvier, c'est 700 000 canards que nous abattons. Qui aujourd'hui peut raisonnablement se dire que 700 000 canards, on arrive à les abattre du jour au lendemain, avec tout l'accompagnement qui est nécessaire, avec la réquisition des abattoirs qui sont nécessaires, avec la création d'une plateforme ad hoc qu'on a construite sur place. Et donc en fait, c'est quoi aujourd'hui l'enjeu auquel on doit faire face collégialement? Et je salue notamment la représentante du CIFOG. Je sais à quel point l'interprofession et le CIFOG accompagnent notamment sur des maillons de cette chaîne logistique. D'abord, au moment où je vous parle, toutes les énergies, elles doivent être mises pour accompagner nos éleveurs et pour faire ces dépeuplements qui malheureusement sont nécessaires. Premier point. Mais que ça encore, il faut avoir un principe de réalité parce qu'on n'abat pas, aujourd'hui on a 1 100 000 canards, on n'abat pas 1 100 000 canards du jour au lendemain. Et deuxième élément, il faudra faire le retour d'expérience pour savoir comment ce virus, qui, je le répète, d'avis d'experts, est incroyablement contagieux, bien plus que celui de 2016-2017. Alors, on va y revenir sur ce virus, Julien de Normandie, mais je voudrais quand même voir... virus arrive à autant se propager au moment où on se parle entre les élevages. Alors, on va y revenir parce que c'est une des questions que nous allons nous poser dans un instant. Mais d'abord, effectivement, ce sont des chiffres qui ont de quoi donner le tournis. Plus d'1 million de canards euthanasiés, 264 élevages contaminés, dont 224 dans le seul département des Landes. C'était 170 en début de semaine. Autant dire que ça va très vite. Tout a commencé début décembre. Sandrine Valero. L'alerte en France est donnée à la fin du mois d'octobre 2020 après la découverte aux Pays-Bas de 2 cygnes morts atteints par le virus hautement pathogène H5N8. Dès le 5 novembre, le gouvernement français place 45 départements en risque élevé d'introduction de la grippe aviaire par les oiseaux migrateurs. En Aquitaine sont concernés la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Mais la mesure ne suffit pas. Le 17 novembre, un premier foyer est détecté en France dans une animalerie de Bastia, en Haute-Corse. Tous les oiseaux sont euthanasiés, mais pour autant, le virus continue de circuler et atteint l'Aquitaine début décembre 2020. Le premier cas d'influenza aviaire dans un élevage est détecté dans les Landes, à Bénesse-Marem, le 6 décembre. Immédiatement, décision est prise d'abattre les 6500 canards afin d'éviter toute propagation. Une large zone de contrôle s'étendant sur 15 communes alentours est aussi mise en place par la préfecture. Mais 3 jours après, c'est une exploitation de Saint-Jour-de-Marennes, à une quinzaine de kilomètres du premier foyer qui est atteinte. Ce sont cette fois 9000 volailles qui sont euthanasiées. Le virus poursuit inexorablement sa route. À ce jour, près d'1 demi-million de palmipèdes ont été abattus. Je me tourne vers vous, Jean-Luc Guérin. Bonjour, vous êtes chercheur en virologie aviaire à Toulouse. Comment vous expliquez cette vitesse de propagation ?
Alors pour l'instant, il faut être humble, on n'a pas toutes les explications, hein, il est beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, on est dans une phase où on essaie déjà d'observer, de comprendre. Ce qu'il faut bien voir, c'est comme votre reportage l'a souligné, très tôt, on a été mis en alerte et les systèmes d'alerte au niveau européen ont parfaitement fonctionné. C'est ça qu'il faut d'abord commencer à dire. Et même avant octobre, on suivait avec le ministère de l'Agriculture très précisément ce qui se passait en Russie, au Kazakhstan. Et donc les systèmes d'alerte ont progressivement été remontés, avec le niveau de risque qui a été remonté à modéré puis élevé. Ce qui signifiait qu'à ce moment-là, tous les animaux devaient être mis à l'abri. On pourra en rediscuter. Il y a des zones dans lesquelles c'était possible, d'autres non. Ensuite, il y a eu effectivement quelques introductions via vraisemblablement la vie faune sauvage, c'est quasiment certain. Et ce qu'on pensait, très, très franchement, c'est que nous serions plus performants pour arriver à contrôler l'extension à partir de ces foyers index. Et tout a été fait au départ, je dois le dire. Les systèmes de suspicion, donc de déclenchement des alertes par les vétérinaires, et la réponse a été très rapide sur ces foyers index. Donc ça veut dire quoi? Que le virus il est plus important que sur les crises passées, il est plus dangereux, il est plus grave? Ou alors il y a une porte d'entrée différente? Alors, a priori, la porte d'entrée est la même. C'est-à-dire par la vie faune sauvage, soit directement, soit indirectement. Hein. Le contact par la vie faune sauvage, ça ne veut pas dire simplement qu'un oiseau rentre sur les parcours des canards. C'est qu'un environnement, une zone est contaminée et ensuite des failles de biosécurité classiques, par l'entrée de matières organiques contaminées, peut contaminer des animaux. Ça, ces mécanismes-là, on les connaissait. Et il y a un travail considérable qui a été fait depuis 2017 par les producteurs, par les transporteurs. Ça a été souligné par Marie-Pierre P. Il y a un travail aussi de recherche qui a été fait. Et donc, on a des connaissances sur le fonctionnement de ce virus. Mais je dois avouer que même si nous savions, et si nous avions dit déjà en 2017 que le virus qui avait circulé était particulièrement contagieux, je pense que nous étions collectivement encore en dessous de la réalité. Et un certain nombre de situations nous interpellent effectivement sur la capacité que nous avons à contrôler la diffusion de proximité. Alors ça pose des tas de questions pour la suite, au-delà de la résolution de la crise aiguë, qui est évidemment la priorité du moment. Ça posera des tas de questions sur les modèles pour arriver à sécuriser la production. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on doit constater effectivement la très forte contagiosité. Et il faudra encore quelques semaines au moins pour y voir un petit peu plus clair et comparer les virus. Le risque, c'est qu'effectivement, le virus qui est très virulent ne contamine les départements voisins. Ça a déjà commencé. Je me tourne vers vous, Bernard Lerre. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Où en est-on chez vous dans votre département à l'heure actuelle? Et est-ce qu'il y a de fortes inquiétudes? Effectivement, il y a de très fortes inquiétudes puisque la semaine dernière, nous avions 2 foyers officialisés. Nous sommes cette semaine à 12 foyers et une vingtaine de suspicions. Et on voit effectivement, malheureusement, que les cas sont complètement disséminés. Il n'y a pas de cas liés à une zone. C'est ça qui nous inquiète le plus actuellement. Et ce qui nous inquiète aussi, c'est de voir que tous les modèles sont touchés, que ce soit les filières structurées, on va dire, avec des organismes économiques, ou que ce soit des producteurs qui soient autarciques, indépendants, en vente directe. Donc ça nous inquiète aussi énormément. Ça veut dire que le virus, il est partout. Patrick Dagorette, vous représentez le syndicat paysan ELB. Vous-même, vous êtes sur une niche, hein, vous élevez une race locale. L'inquiétude, elle est aussi chez vous? Oui, bonjour tout le monde. Déjà, merci d'avoir invité le syndicat ELB à votre débat, qui sera très intéressant. Alors bien sûr, déjà en tant qu'éleveur, l'inquiétude, elle est là. Je suis très inquiet. Et au-delà de ça, je voudrais vous dire mon sentiment. Je n'ai même pas les mots, atterré par ce qui se passe aujourd'hui. On revit la même chose que 2017. Ça a déjà été dit, mais je vais le redire. On n'a peut-être pas tiré les bonnes conclusions depuis 2017. J'ai écouté avec attention M. Guérin et je voudrais quand même réagir et poser des questions parce que aujourd'hui, on ne va pas aller chercher vraiment la cause. Alors nous, le syndicat ELB, on a dénoncé ça en 2017, mais on ne nous a pas écoutés. J'espère que cette fois-ci, on sera capable de se mettre tous ensemble autour de la même table. Quelle est la cause? Dites-nous. Pour l'avenir. Quelle est la cause, M. Dagorette? Eh bien,
Il suffit de se poser des questions toutes simples. On sait que la grippe aviaire, elle existe depuis la nuit des temps. On sait que les élevages, ils ont toujours cohabité avec. Qu'est-ce qui a changé depuis ces dernières années ? C'est l'évolution de l'agriculture, malheureusement, qui s'est intensifiée, industrialisée. Il suffit de regarder quelles sont les zones géographiques touchées par la grippe aviaire. On l'a très bien dit, les oiseaux migrateurs amènent le virus, c'est très vrai. Mais après, regardez quelles sont les zones géographiques où la grippe aviaire existe. Ce sont les zones géographiques où il y a de l'élevage intensif. Une autre question toute simple, les zones géographiques... Alors, attendez, on va déjà répondre à cette question, Monsieur Dagorette, on va déjà répondre à cette question. Jean-Luc Guérin veut intervenir. Oui, je comprends tout à fait votre position, mais néanmoins, les faits. Les faits, c'est que depuis, en gros, 2014-2015, il y a un phénomène totalement nouveau, qui est l'installation de manière durable de certains virus dans les populations d'oiseaux migrateurs. Et ça, c'est ça la vraie nouveauté. C'est ça la vraie nouveauté, avec un virus, en l'occurrence le H5N8, mais demain ça pourrait être un autre, qui s'est installé et qui sans doute s'est installé de manière durable dans les couloirs de migration. Ce qui fait que tous les modèles d'élevage qui sont survolés sont susceptibles d'être touchés. Et je dois dire que ce virus ne fait pas de distinction. Ça a déjà été dit, je le dis très franchement, il y a tous les modèles qui sont concernés. Et la nouveauté, du point de vue épidémiologique, cette donne nouvelle qu'il va falloir qu'on intègre, malheureusement, c'est que notamment la façade atlantique, sera régulièrement touchée, pas forcément tous les ans, mais régulièrement, par un nouveau type de virus qui n'a malheureusement rien à voir avec les élevages industriels. Et justement, vous venez de le dire, c'est que l'histoire, elle se répète, ça n'est pas nouveau, et ça rappelle de bien mauvais souvenirs. Sandrine Valero. C'est en novembre 2015 qu'apparaissent les premiers foyers de grippe aviaire en Aquitaine, en Dordogne. Le virus H5N1 s'étend rapidement et se retrouve dans les Landes une dizaine de jours après. Puis vient le tour des Pyrénées-Atlantiques au début de l'année 2016. Un temps évoqué, l'abattage total des palmipèdes n'a finalement pas lieu. Le ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, lui préfère un vide sanitaire pour une durée de 18 semaines, ainsi qu'un confinement des volatiles de basse-cour à compter du 18 janvier 2016. Pour autant, l'épidémie galope et ce sont en tout 25 millions de volailles sur 35 millions qui seront abattues. Un désastre économique qui touche tous les secteurs de la filière. La vie dans les exploitations reprend son cours à la mi-mai 2016. Les premiers canetons sont réintroduits avec des procédures sanitaires renforcées. Pourtant, 2 mois après, un nouveau cas de grippe aviaire est détecté en Dordogne. Les 4400 volailles sont immédiatement abattues et un périmètre de surveillance de 10 km est installé. La reprise de l'épidémie en décembre 2016 se fait via le Lot-et-Garonne. En tout début de mois, des foyers sont repérés, infectés par le H5N8. Plusieurs dizaines de milliers de canards sont alors abattus. Un avant-goût terrible pour les éleveurs de l'abattage massif qui suivra début 2017. Ce sont 1 200 000 bêtes qui seront euthanasiées dans les tout premiers jours de janvier. Cette année-là, 6 millions de palmipèdes seront abattus, dont 4,5 millions pour le seul département des Landes. Et oui, avec des pertes financières énormes. On va retrouver Alexandre Perrin à Sortes en Chalosse. L'histoire recommence, Alexandre. Oui, Sandrine, écoutez, je suis en compagnie de Pascal Bernadet, qui est éleveur bien sûr, mais qui est aussi le maire de la commune de Sortes-en-Chalosse. Bonjour Pascal Bernadet. Expliquez-nous aujourd'hui, combien y a-t-il d'éleveurs dans votre commune ? Y a-t-il encore des canards à Sortes-en-Chalosse aujourd'hui ? Sur la commune de Sortes-en-Chalosse, il y a 15 éleveurs de volailles et palmipèdes, tous au signe de sa qualité. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a plus de volailles sur la commune. Tout a été dépeuplé ou abattu sur site. Quelles sont les conséquences pour une commune comme la vôtre ? Quelles conséquences cette crise sanitaire ? Conséquences, bon, pour la commune, pas grand-chose, mais c'est par rapport à l'émotion qu'ont vécu les éleveurs, cette frustration et cette résignation qu'ils ont eue de voir partir leurs animaux. Donc beaucoup de tristesse. C'est la tristesse qui avant tout, est malheureusement aujourd'hui sur la commune, quoi. Justement, vous êtes proche de vos administrés, vous allez les voir, vous avez des retours du terrain. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, ces éleveurs ? Qu'est-ce qu'ils ressentent ? Qu'est-ce qu'ils attendent ?
Aujourd'hui, les animaux ont été évacués, ils n'ont plus les animaux chez eux. Donc maintenant, ils sont tournés un peu plus vers l'avenir. Donc, il y a l'aspect financier d'abord, ça c'est une chose. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est à savoir à partir de quand commence le vide sanitaire, pour pouvoir, dans ce but-là, de re-rentrer des animaux et reprendre une activité. Voilà Sandrine, ce que l'on peut dire ici à Sortan-Chalosse, des éleveurs qui sont en attente de réponses. Eh bien justement, on va se tourner vers Julien Denormandie à Paris, le ministre de l'Agriculture. Vous l'avez entendu, Monsieur Bernadet, il y a ce décalage quand même entre les annonces et puis ce qu'on vit sur le terrain. Non, mais s'il vous plaît, arrêtez un tel discours. Non, c'est pas vrai. Je vous dis, dans quel pays en monde, en l'espace de 15 jours, on est en capacité d'organiser l'abattage de 1 100 000 palmipèdes? Donc, arrêtons de faire circuler. On est déjà face à une situation incroyablement difficile avec des éleveurs qui vivent des drames. Donc, n'en rajoutons pas. J'étais dans les Landes il y a quelques jours. J'étais dans le Gers il y a quelques jours. On connaît parfaitement la situation. Oui, il faut, et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons une capacité d'abattage de 140 000 canards jour. Parce qu'on a réquisitionné les abattages, parce qu'on a organisé la chaîne. Pourquoi parfois ça prend plus de temps? Et c'est ça qu'il faut expliquer aussi. Parce que aujourd'hui, vous avez une zone, la Chalosse notamment, qui est particulièrement touchée. Quand vous avez une zone qui est touchée, pour faire justement ce vide sanitaire et empêcher que le virus se répande, vous commencez d'abord par abattre les canards qui sont en périphérie, et puis vous vous rapprochez du centre de l'épidémie. Et donc ça fait que parfois ça met plus de temps pour certains que pour d'autres. Et pour d'autres c'est très rapide. Mais tout simplement parce que notre objectif, et ce que tout le monde doit comprendre, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui on contienne le plus possible. Et c'est très difficile parce que le professeur Guérin l'a très bien dit, le virus est incroyablement contagieux. Justement, n'a-t-on pas donné trop de dérogations, Monsieur le Ministre, pour laisser en plein air des canards par exemple? Alors, non, ben là, de la même manière, c'est pas le ministre qui laisse en plein air les canards. Le ministre que je suis, et votre reportage l'a bien montré, dès la mi-octobre puis la mi-novembre, passe le pays en risque élevé, ce qui veut dire que tout le monde doit cloîtrer les canards. Et ça fait partie des retours d'expérience que nous devrons avoir, parce que dans ces retours d'expérience, qu'est-ce qu'on a vu? Que depuis 2016, il y avait trop de dérogations qui avaient été données, et que depuis 2016, les capacités pour cloîtrer les animaux n'étaient pas égales au nombre d'animaux. Et donc ça, c'est un discours qu'on doit avoir avec beaucoup de professionnalisme avec l'ensemble de l'interprofession pour se dire, c'est pas le modèle qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est une fois que le virus arrive, est-ce qu'on a moyen de protéger nos élevages? Et c'est effectivement une question qui fait débat. Vous avez raison sur les dérogations. François Lespard, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on a laissé trop de canards dehors? Soyons clairs. C'est une question qui est posée. Et moi, là-dessus, écoutez, on va également faire le retour d'expérience avec M. Guérin, les vétérinaires, pour analyser la situation. Mais ce n'est pas le seul point. Parce qu'également, quand même, vous avez entendu, à Sortan-Chalosse, il y a 15 éleveurs de volailles, poulets et canards. Dans le département des Landes, ce sont 1500 éleveurs qui vivent de volailles, poulets et canards. 40% des agriculteurs. Et c'est une question également, la densité des éleveurs, mais c'est aussi une richesse. Moi, je vois en Chalosse la dynamique sociale dans les clubs de basket, dans tout ce que vous voulez. Alors, c'est des problèmes qui sont posés. Fermer les animaux, c'est un problème, mais il y a la densité d'élevage instantanée aussi. Il faut aborder ça un peu sereinement. Serge Morat, vous n'êtes pas pour enfermer les animaux, justement? Non, nous sommes à fond pour garder les animaux en plein air. Mais vous comprenez que quand il y a un risque comme celui-ci, il faut peut-être les rentrer ou pas? Ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. Il y a des animaux claustrés qui sont morts, et peut-être avant ceux qui étaient en plein air. À la maison, les premiers à mourir, ça a été les jeunes de 3 semaines qui n'étaient jamais sortis, qui étaient en cabane. Ils n'étaient jamais sortis. Donc je ne vois pas comment ils ont pu être contaminés. La cabane était fermée, grillagée, tout ça. Il n'y a que nous, ou moi et mon fils, qui rentrons sur l'élevage. Chaud vive avant d'entrer dans la cabane et tout, je ne comprends pas. Alors, avant de donner la parole à Marie-Pierre P, je me tourne vers vous, Patrick Dagoret, au Pays Basque. Vous êtes d'accord avec ce qui vient de se dire? Non, je pense que, on est en train de mettre aujourd'hui le doigt sur l'élevage en plein air. C'est un faux débat. Il faut regarder aussi comment est fait l'élevage industriel.
qui est fait d'énormément de transports. L'élevage industriel est fait d'une manière très segmentée. Il faut savoir qu'il y a des éleveurs où il y a les couvoirs. Ensuite, il y a des éleveurs qui élèvent les animaux. Puis, ces animaux sont déplacés à nouveau vers des salles de gavage, puis encore déplacés vers l'abattoir. Je ne pense pas qu'on mette assez l'accent sur tous ces transports qui, forcément, quand on sait que le virus est dans l'air, comment peut-on laisser se transporter et promener des animaux comme ça? Alors, justement, sur cette question, je vous laisse la suite. Dites-moi. Au Pays Basque est arrivée la grippe aviaire. Les canards étaient dans une salle de gavage. Ils venaient du Gers. Comment est-ce qu'on peut laisser propager la grippe aviaire comme ça quand on sait qu'à côté de ça, avec le Covid, on demande aux gens de rester chez eux pour ne pas diffuser la maladie? Enfin, il faut qu'on m'explique. Alors justement, on va poser la question à Bernard Lerre, le président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. Trop de transport, Bernard Lerre, pour vous? Écoutez, je pense que ce que vient de dire Patrick Dagoré est une réalité. C'est-à-dire que la filière est organisée en métiers. Mais elle est organisée en métiers que ce soit sur la vente directe ou que ce soit sur des filières plus longues. Donc ce n'est pas une question aujourd'hui de petit élevage, de grand élevage, d'agriculture intensive ou d'agriculture extensive. Marie-Pierre P., un mot avant de rejoindre le ministère de l'Agriculture. Ce que je veux dire et rassurer tout le monde, le plein air et l'élevage en plein air est vraiment l'ADN de la filière de cette profession. C'est vraiment, on en est fiers. L'autre point, c'est que le transport a beaucoup investi pour sécuriser son système de nettoyage des infections. Depuis 2017, il y a eu d'énormes investissements dans les sociétés de transport comme dans les abattoirs. Donc, c'est trop simple d'être catégorique comme c'est le cas. Ce que je pense de mon point de vue et de ce que j'entends du retour de M. Guérin, c'est qu'il y a certainement plusieurs facteurs, comme la densité dans un endroit bien particulier importante d'animaux, mais chaque agriculteur qui avait ses animaux dehors a agi dans son bon droit, parce que la loi permet cela. Et donc, individuellement, chaque agriculteur qui avait ses animaux dehors était dans son droit parce qu'il a eu une dérogation après visa d'un vétérinaire qui est venu voir que la biosécurité était respectée. Ce qui est compliqué, c'est que collectivement, c'était tout au même endroit, de mon point de vue. Justement, une réaction rapide avec vous, Julien de Normandie, à Paris. Je pense qu'il faut, de manière sereine, dissocier deux débats. Lorsqu'il y a un risque de propagation du virus, il faut évidemment limiter tous les transports et cloîtrer les animaux. Et d'ailleurs, ce sont celles-là les recommandations que nous imposions dès la mi-novembre lorsque nous avions mis un risque élevé sur tout le territoire. Au moment où je vous parle, par exemple, on a créé des zones qui fait que dans un espace de 20 km autour de chaque foyer, il n'est plus possible de faire de transport, ni entrer ni sortir, que ce soit des palmipèdes ou des gallinacés. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est la question des modèles. Moi, je crois dans le modèle du plein air. Je crois dans la diversité des modèles. Je pense qu'en fait, ce qui est en question aujourd'hui qu'on doit aborder de manière sereine, ça n'est pas tant le modèle, c'est la façon qu'on a de réagir quand le virus arrive. On peut laisser le modèle avec notre diversité, avec ce qui fait nos identités territoriales, dès lors que lorsque le virus arrive, on est en capacité de limiter drastiquement ces transports et de cloîtrer au maximum ces transports. Et dans le retour d'expérience, comme l'a dit Madame P, il est vrai qu'à mes yeux, depuis 2016, et je le dis de manière très sereine, il faudra qu'on affronte ces sujets-là, probablement beaucoup trop de dérogations ont été accordées, qui fait que dans un département comme les Landes, eh bien, sur ce territoire de la Chalosse, il y a eu, face à ce virus très contagieux, la situation qu'on connaît aujourd'hui. Mais de manière sereine, il faut dissocier les deux débats. Croyons dans nos modèles, mais voyons comment on réagit quand le virus arrive. Ça doit effectivement rassurer nos invités sur le plateau. On y reviendra dans un instant. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette filière, eh bien, elle est touchée. La crise, elle est sanitaire, elle est aussi sociale, mais également économique. Gladys Quadra, Dominique Mazère. Ce sont des acteurs à part entière de la filière gras. Des exploitations aux salles d'engraissement et jusqu'aux abattoirs, le transport de palmipèdes est leur cœur de métier. Mais depuis que les services de l'État ont pris la décision de dépeupler le département, la quasi-totalité de leur flotte et de leur savoir-faire ont été réquisitionnés. On a une amertume parce qu'on s'était tous pris par la main, on avait gommé les défauts qu'on avait su identifier, qu'on avait su cibler avec la profession. Et aujourd'hui, c'est plus ce sentiment d'impuissance par rapport à ce virus où on se dit mais qu'est-ce qu'on a loupé ?
Comme lors des 2 crises sanitaires précédentes, leur activité va s'éteindre peu à peu au rythme du dépeuplement des campagnes et les 90 salariés se retrouvaient au chômage partiel pendant des mois. Aujourd'hui, nos conducteurs sont aussi impactés que nous. Ça leur fait autant de mal que nous de ne plus pouvoir exercer leur métier pendant ce laps de temps. Fabien Chevalier a vu lui aussi son entreprise réquisitionnée par l'État, plus particulièrement ses abattoirs. La belle maison Lafitte qu'il dirige, spécialiste du foie gras 100% label rouge, emploie 200 personnes et fait vivre 80 familles de producteurs. C'est très traumatisant pour eux et on a des salariés qui détruisent leur travail de plusieurs mois, qu'ils le savent très bien puisqu'ils l'ont déjà vécu. Et j'avoue que bon, on va assumer d'abord le volet sanitaire qui est important, le volet social aussi, et puis après il faudra assumer économiquement. Sans l'aide de l'État, en 2016, en 2017, on aurait pu carrément y rester, quoi. Donc on va avoir besoin aussi que l'on nous aide à passer cette période très compliquée. Pour l'heure, difficile de faire les comptes tant que la situation n'est pas stabilisée sur le plan sanitaire. Mais de l'issue de cette crise dépendra l'avenir de la filière. Elle fait vivre 7300 personnes dans le département des Landes. Justement, Marie-Pierre P., quelles conséquences pour cette filière foie gras? C'est trop tôt pour savoir, le feu n'est pas éteint. Et nous espérons qu'il va être vite limité, ne va pas se propager dans le Gers et dans le Béarn. L'impact, il est à tous les niveaux, on l'a dit. Les couvoirs qui sont dans la région, qui sont des couvoirs de taille moins importante que celle du nord de la France. Il y a la chaîne des éleveurs, on en parle beaucoup, mais il y a aussi les salariés des entreprises, les salariés des équipes d'attrapage, le transport, etc. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir évaluer cet impact en le chiffrant en euros. En tout cas, on peut aussi se poser une question en voyant tout cela et en vous écoutant les uns les autres, c'est pourquoi on ne vaccine pas, Monsieur Guérin? Alors pourquoi on ne vaccine pas? D'abord parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin qui est industrialisé et qui serait efficace. Ça, c'est la première chose. Parce qu'à chaque fois, on repart de zéro, à chaque crise. Non, on ne repart pas véritablement de zéro, puisqu'il y a par exemple un vaccin expérimental qui a été travaillé avec de très bons résultats. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que la vaccination en influenza aviaire est une arme extrêmement délicate à manipuler. Alors pourquoi? Parce qu'on sait, par exemple, qu'il y a un risque que si la vaccination n'est pas 100% efficace, elle laisse circuler à bas bruit un virus influenza aviaire, éventuellement pendant des mois, pendant des années, et on sait très bien que ça n'est pas recevable. On sait que, justement, la vaccination n'est entendable vis-à-vis notamment de nos partenaires européens et aux pays tiers que si elle est totalement encadrée. Par exemple, par de la surveillance, des tests. Donc il y a tout un dispositif extrêmement lourd qui serait à mettre en place pour mettre en œuvre une vaccination. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ce qui ne veut pas dire que la réflexion ne doit pas être engagée, il faut qu'elle le soit, mais il faut bien expliquer à tout le monde que ça n'est pas une solution miracle, qu'elle ne fonctionnerait que vis-à-vis d'un virus. Et l'expérience nous montre que d'autres virus pourraient émerger qui ne seraient pas couverts par un vaccin vis-à-vis du virus H5N8. Donc ça veut dire que la vaccination ne peut pas se concevoir sans la biosécurité et sans la surveillance. Je vais vous donner la parole à Bernard Lerre en direct de Pau qui veut réagir. Bernard Lerre. Oui, effectivement, on entend bien ce message sur une vaccination qui serait difficile aujourd'hui à mettre en œuvre. Ceci étant, on est quand même limité sur les moyens pour limiter la propagation et c'est notre principale inquiétude. Donc on ne peut s'interdire néanmoins aucune solution parce qu'on a quand même besoin de conserver cette filière d'excellence. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ce soit sur les races génériques ou sur les races locales, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut quand même trouver des solutions. Et moi, je voudrais peut-être apporter juste un petit message. On est en train de travailler avec la FDSEA des Pyrénées-Atlantiques ainsi que la députée de la 5e circonscription pour voir de quelle façon on peut sauvegarder aujourd'hui les reproducteurs d'une race locale au Pays Basque pour éviter de se dire à chaque crise comment allons-nous faire pour éviter le pire. Et il faut absolument que l'on mette tous les moyens en œuvre. Et on n'a pas réussi effectivement à tirer les conséquences d'une telle crise. Et je regrette effectivement notamment que le syndicat ELB qui criait haro à l'époque n'ait pas fait des propositions pour sauvegarder justement les reproducteurs de cette filière spécifique dont ils défendent. Je reviens vers vous, Julien de Normandie, sur la vaccination, assez rapidement, s'il vous plaît.
La vaccination, moi je pense que, comme l'a dit le président de la Chambre d'agriculture, il nous faut absolument ouvrir tous les sujets. Je veux dire, c'est notre responsabilité. Mais comme le disait le professeur Guérin, et je veux dire avec mes mots, en fait, pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de vaccin homologué au niveau européen? C'est l'Europe d'ailleurs qui homologue ces vaccins. Parce qu'en fait, on craint, les vétérinaires européens craignent que l'animal soit un porteur sain de ce virus. C'est-à-dire qu'en fait, le vaccin l'immunise lui, mais le virus continue à se propager par l'animal. Et donc, ce faisant, qu'on ne maîtrise pas une épidémie qui partirait par d'autres moyens avec ces animaux qui seraient porteurs sains. Et l'autre élément pour la filière très important, c'est que beaucoup de pays à qui aujourd'hui on exporte notre belle production refusent d'acheter des produits issus d'animaux vaccinés, de peur aussi de ramener le virus avec les aliments. Il y a évidemment l'aspect commercial à l'export, évidemment. Patrick Dagourette, je voudrais vous redonner la parole parce que vous avez été mise en cause il y a un instant en disant finalement on n'a pas entendu les propositions de LB à l'époque. Alors, deux choses. Juste par rapport au vaccin, juste pour vous dire que les éleveurs ne comprennent quand même pas sur le terrain pourquoi on ne vaccine pas, parce qu'on voit bien quand même que les os sont vaccinés. On sait que la souche cette année, c'est le H5N8, c'est le même que celui de 2017. Donc, on sait que les vaccins existent. On sait depuis septembre que ce virus arrivait. On aurait pu s'organiser. Par rapport à M. Lair, je suis content de vous entendre dire... Oui, je suis content de vous entendre dire qu'effectivement, il y a une race locale qui existe et qu'il faut la défendre. Aujourd'hui, on est très inquiet parce que cette race locale est dans le couloir à Bidache, au Pays Basque. La commune à côté, qui s'appelle Cam, a un abattoir qui vient de réquisitionner pour les abattages massifs, où on va encore déplacer des malades depuis les zones qui sont infectées. On est très très inquiet parce qu'on amène dans notre zone qui était saine la maladie. Alors, et on est encore plus inquiet par rapport à cette... Par rapport au transport, justement. Monsieur Lespard, vous voulez intervenir très vite? Non, simplement, oui. Je veux dire que... Alors, on parle de l'après, mais moi, je veux simplement rappeler également des moyens quand même aujourd'hui, parce que le feu n'est pas éteint. Il se vit quand même des choses difficiles dans les élevages. Donc, il faut augmenter les moyens pour intervenir. De l'argent des indemnisations qui arrivent et préparer l'avenir. Et au-delà du vaccin... Justement, l'avenir, vous en parlez, vous me tendez la perche parce qu'on va retrouver Alexandre Perrin à Sort-en-Chalosse. Il est avec le fils Bernardet. Oui, Sandrine, bonjour Julien Bernardet. Vous avez 26 ans, vous êtes un jeune éleveur, vous venez de vous installer il y a tout juste un an. Alors, dites-nous, est-ce que selon vous, il faut continuer à faire de l'élevage comme le font vos parents, par exemple? Il faut continuer à faire l'élevage, surtout comme nous aimons le produire, en respectant la liberté qui est de garder les volailles à l'extérieur pour qu'ils aient un bon développement musculaire et garder une bonne qualité de la viande après que nous consommons. On l'a dit, vous avez 26 ans, Julien. Qu'est-ce qui vous motive, vous? Qu'est-ce qui vous donne envie d'exercer ce métier dans le contexte actuel de cette crise liée à l'influenza aviaire? Le plaisir de produire une volaille saine qui est en liberté, parce que nous, c'est notre manière de travailler en liberté. Et avoir une bonne qualité de produit, c'est plaisant à voir sortir une bonne qualité de produit, un bon canard ou un bon poulet qui sort de notre élevage. Ça ne vous fait pas peur quand même pour l'avenir? Si, ça fait peur pour l'avenir, sachant que si ça devrait arriver tout le temps, c'est très contraignant. Déjà, une année, c'est contraignant, c'est difficile à vivre, donc il ne faut pas que ça arrive trop souvent. Mais vous gardez espoir et vous êtes motivé pour continuer, c'est bien ça? Oui, on garde espoir et on sait qu'il y a des solutions qui existent. Après, il faut voir si c'est possible de les mettre en place et comment se passera la suite. Merci beaucoup Julien, vous le voyez Sandrine, des jeunes qui sont encore motivés et qui croient encore en l'avenir et en leur métier. Et c'est plutôt rassurant, Serge Morat, non? C'est plutôt rassurant. Le souci, comme l'a souligné Julien Bernardet, là, c'est qu'on espère que la reprise se fera dans les meilleures conditions possibles.
On a parlé du vaccin. Enfin, je voudrais quand même dire 2 mots. Nous avons interviewé le professeur Vaillancourt, qui est spécialiste des maladies avicoles au Québec. Et pour lui, la zone Chalosse, c'est une seule et unique entité sanitaire. C'est pourquoi je me demande si on ne pourrait pas expérimenter la vaccination sur un secteur comme ça, en sachant, je pose quand même des préalables, la traçabilité des animaux pour ne pas exporter ces animaux-là. Et ensuite, par rapport au risque de mutation ou de circulation du virus à bas bruit, l'obligation quelque part de faire un vide sanitaire après avoir écoulé le stock de canards qui ont été vaccinés. Le stock de canards sur pied, on le vaccine et on arrête de produire pendant quelques temps. Ensuite, pour l'avenir, François Lespard a parlé d'avenir, nous, il nous semble qu'il va y avoir des conditions sine qua non. On avait parlé en 2017 de zoning pour les transports. Il va falloir que ça se fasse, parce que cet engagement-là, il était dans le pacte, il n'y a personne qui l'a respecté. Il y a un interlocuteur qui a parlé de canards du Gers qui ont circulé jusque dans les PA. Le zoning, ça consistait à faire des déplacements beaucoup plus courts. On diffuserait beaucoup moins la grippe aviaire dans les campagnes si les distances étaient beaucoup plus courtes. Ensuite, une réduction de densité qui s'impose. Comment va-t-on réduire la densité dans une zone comme la Chalosse? Ce sera compliqué, mais je pense qu'il va falloir se mettre autour de la table et que chacun fasse un effort, quitte à diminuer à tour de rôle les densités sur son élevage pendant l'hiver. Il va falloir se poser beaucoup de questions. Merci Serge Morat. Je me tourne vers vous, Julien de Normandie, en quelques mots pour la conclusion, avant de vous libérer, vous. Dites-nous, on le voit, c'était aussi une question de responsabilité. Oui, je pense qu'il nous faudra tirer toutes les conclusions en responsabilité et je dis bien en associant tout le monde, c'est-à-dire le gouvernement, l'État, mais l'interprofession et les collectivités locales. On a abordé beaucoup de sujets sur comment on réagit une fois que le virus est là, sur ces questions de vaccins. Moi, je pense que toutes ces questions devront faire l'objet d'un partage et d'un accompagnement. Un mot juste sur les aides financières, pardonnez-moi, j'en profite parce que vous êtes avec nous. Vous avez promis de soutenir la filière. Est-ce que vous allez apporter d'autres aides pour combler ce manque à gagner ? Exactement, je voulais justement conclure là-dessus, en disant que là, on a beaucoup parlé d'avenir, mais moi, ma priorité, c'est d'éteindre l'incendie d'abord et d'accompagner les éleveurs au même moment. On va accompagner les éleveurs en 2 temps. Dès maintenant, on lance l'indemnisation pour tous les éleveurs qui ont vu leur élevage être abattu. Lors de 2016-2017, parfois, ça avait pris des mois. On a choisi un mécanisme qui permet de le faire très rapidement. Et ça, c'est un point essentiel à mes yeux. Et il y aura même un deuxième accompagnement sur la durée cette fois-ci pour voir les pertes d'exploitation, les conséquences sur les entreprises. On a vu le reportage et tout cela, on va le travailler également avec la filière. Ma priorité aujourd'hui, c'est l'accompagnement financier avec l'arrivée de ces indemnisations très vite, l'accompagnement social parce que c'est un moment très difficile que vivent nos éleveurs, mais ma responsabilité sera évidemment, avec l'ensemble des acteurs ici présents, de prendre et de tirer toutes les conclusions de la période que nous venons de vivre et que nous sommes en train de vivre. Merci Julien de Normandie. La parole maintenant à François Lespard. Oui, simplement pour dire, mais un bon point pour le ministre, en effet. Les premières indemnisations arrivent sur le terrain et elles sont attendues. Donc, je note également qu'il s'engage pour indemniser ensuite les vides sanitaires et les pertes économiques, c'est très bien. Et quand même, ensuite, de l'argent pour moderniser les élevages. Le bâtiment n'est pas la solution à tout, mais c'est quand même une piste intéressante que l'on soit vendeur en vente directe ou dans les filières longues. Et tout le monde a besoin de moderniser les élevages, d'améliorer les conditions de travail et les conditions d'hébergement des animaux aussi, pendant des périodes à risque. Bernard Lair, à Pau, d'accord, pas d'accord ? Bien sûr que je suis d'accord et je le redis, l'objectif est quand même de maintenir cette filière d'excellence. C'est jamais de gaieté de cœur que l'on doit suivre des directives, même si on se plie aux mesures des avis scientifiques. On sait très bien que les éleveurs sont dans une certaine détresse psychologique et que l'objectif reste quand même de produire dans les meilleures conditions possibles, d'élever les animaux plein air, d'élever les animaux en liberté et qu'il faut, un peu comme l'a dit Monsieur le Ministre, arriver à pouvoir produire dans ces conditions, dans ce cahier des charges, demain avec la maladie et arriver à se protéger. Merci Bernard Lair. Marie-Pierre Pep pour la conclusion en quelques mots. Pour nous, les professionnels ont beaucoup évolué depuis 2017. Ils ont investi, ils ont mis en place une géolocalisation de leurs élevages pour être vraiment
très opérationnel aux côtés des services vétérinaires pour traiter un foyer. Aujourd'hui, je pense aussi qu'il faudra en parler en retour d'expérience. Il manque de moyens logistiques pour traiter rapidement les foyers et éviter que ceux-ci continuent d'excréter s'ils ne sont pas traités rapidement. C'est vraiment un point d'attention que je souligne tant que le ministre est encore là, parce qu'il faudra vraiment parler de cela. La filière peut se relever ? Oui, il faut. Serge Morat, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire votre voisine ? Oui, la filière va se relever. Comme l'a dit Marie-Pierre, moi je pense qu'au niveau de la décision d'abattage, lorsqu'on voit des canards malades, je ne vous cache pas que le samedi 2 janvier, on aurait pu abattre nos canards. Je pense qu'on aurait pu éviter la propagation du virus dans le secteur. C'est ce qui revient assez souvent, Jean-Luc Guérin. On va s'en sortir de ces crises à répétition et de cette grippe aviaire qui revient finalement régulièrement. Je suis convaincu qu'on va s'en sortir. Là, on est dans une phase, comme Monsieur le ministre l'a dit, où la priorité, c'est d'arrêter l'épizootie, arrêter la circulation du virus. Et en même temps, en tout cas, l'accompagnement scientifique, les scientifiques qui sont autour, essayent de collecter les informations, les données, pour nourrir le retour d'expérience. Et je mesure, je dois le dire, la quantité de travail qui nous reste pour bien comprendre le comportement du virus et pour donner en tout cas au pouvoir public et aux professionnels les informations de base, les données qui vont leur permettre de construire le modèle avec évidemment le plein air, avec des systèmes qui nous permettront de sécuriser, sachant que ce système-là, il va reposer évidemment sur plusieurs outils. Plusieurs outils, on n'est pas dans le multifactoriel. Évidemment, comme ça a été dit, tous les systèmes sont concernés. Donc on sait très bien que les portes d'entrée sont sans doute multiples et donc les outils sont sans doute multiples. Merci. C'est le mot de la fin. On vous souhaite évidemment à tous des jours meilleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux équipes techniques et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 3.